Alors donc, malgré les 6 premiers mois satisfaisants et ta première prépa avec le groupe, donc au CSKA Sofia, ton temps de jeu régresse et tu arrives à gratter que des bouts de match. Comment tu Mhm. te sens à ce moment-là? Je me sens normal parce que si vous voulez, il y avait, comme je vous ai dit avant, il y avait la concurrence et l'attaquant qui était là, il faisait son job. Donc, je me contentais de ce qu'on me donnait et voilà, j'essayais de bien faire à chaque fois qu'on faisait appel à moi. Du coup, à la fin de la saison, tu pars libre. Mais avant donc d'évoquer le prochain transfert, parle-nous un peu de la vie à Sofia, la capitale bulgare, et dis-nous ce que tu as aimé dans ce pays-là. Sofia, déjà, c'est l'un des pays où j'ai le plus aimé vivre, si je peux dire, parce que c'était très agréable, en tout cas, d'être dans une capitale, c'est toujours bien, c'est toujours sympa. Après, c'était la première expérience, vraie expérience à l'étranger. Et puis, pour l'anecdote, mon fils est né là-bas, donc j'ai un rapport particulier avec Sofia, mais j'ai bien aimé la ville, l'ambiance, les restaurants. C'était vraiment sympa de vivre en Bulgarie, en tout cas. Et donc, ce qui t'amène à retourner en France, en Ligue 2 à Bourg-en-Bresse, donc si on ne se trompe pas en janvier 2018, comment se fait ce changement de club? Il se fait plutôt rapidement parce que j'ai eu le part de leur intérêt début décembre. Après, j'avais résilié avec le CSK, donc j'étais libre. Je me suis donné un peu de temps pour réfléchir quand même parce que je voulais pas forcément revenir en France. Après, je savais que la situation du club était compliquée parce qu'ils jouaient le maintien. Donc, tous ces éléments, ils étaient à prendre en compte. Donc, j'ai bien réfléchi. Je me rappelle que je suis parti en vacances avec ma femme. Et j'ai réfléchi. Et après, je suis rentré. J'ai dit, voilà, pourquoi pas accepter le challenge parce que c'était intéressant. C'était sur 6 mois. Et puis, ça permettait de revenir en France aussi. C'était bien pour se rapprocher un peu de la famille. C'était intéressant. Et puis, c'est toujours intéressant aussi de relever, ou moins d'essayer de relever un challenge qui avait l'air mal embarqué. On n'a pas finalement réussi pas à relever parce on est descendu au barrage, mais c'était intéressant. Et puis j'ai retrouvé des amis avec qui j'avais joué aussi, donc c'était intéressant aussi. Euh, du coup, donc ouais, donc au barrage, ouais, c'est ça. Euh, donc avant de parler du barrage, donc t'arrives 4 titus en 4 matchs et Mhm. après d'un coup pendant 10 matchs, tu joues plus trop. Est-ce que tu peux Mhm. expliquer est-ce que tu peux expliquer le fait que tu ne sois plus titulaire à ce moment-là? Alors c'est simple, j'arrive au club. On avait des résultats moyens, mais l'équipe elle tournait plutôt pas mal. Donc après j'ai échangé avec le coach pour concernant mon temps de jeu parce que je trouvais pas ça normal de pas jouer parce que je méritais de jouer honnêtement. Et il s'avère que le coach, c'était Hervé de la Major, et il n'était pas très bavard, si je puis dire. Donc, pas trop d'explications, pas trop de... C'était vraiment, on vient dans son bureau, on lui demande pourquoi. Pour moi, c'était un peu des réponses un peu bateau. Donc, puis j'ai pas forcément voulu beaucoup insister. Mais après, quand on a joué le match qui d'aller au bar, je marque, quoi. Je marque contre Solo et ça me permet d'accéder au barrage. Désolé, j'ai eu un appel. Ça me permet d'accéder au barrage. Donc, pas trop pris la tête, honnêtement, sur ces 6 mois, comme je vous ai dit depuis vraiment en présent. Donc, j'essayais en tout cas de ne pas trop me prendre la tête, même si je savais qu'il y avait un peu des injustices. Mais bon, ça fait partie du football et je les ai acceptés depuis bien longtemps. Du coup, avant de parler juste des barrages, on va parler de la Coupe de France. Je sais Mhm. pas si tu vois de quoi je vais parler, mais vous tirez une Ligue 1, l'OM. Ah, Marseille. Que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, quel naufrage. Mais bon, après, c'était je vais dire que c'était au niveau de notre équipe. Je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression. Et puis,
Et puis, on n'était pas tout simplement pas taillé pour jouer une équipe comme Marseille. Et puis, quand on commence pas bien les matchs et on prend un but ou deux, après, rapidement, c'est le genre d'équipe avec la qualité de leurs joueurs, ils déroulent, quoi. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé. Je retiens vraiment rien de l'expérience parce que c'était pas agréable d'être sur le terrain. Pas du tout. Mais, voilà, après, ce sont des choses qui arrivent et surtout généralement quand tu joues contre une Ligue 1 et il suffit qu'ils soient dans un bon jour et qu'ils soient bien lunés, même leur équipe B peut mettre une valise, quoi. Et donc, tu nous as dit que vous êtes allé au barrage, vous rencontrez Grenoble. Donc, on a vu que tu étais titulaire et que tu as fait une passe D à l'aller, mais au retour, tu rentres même pas. Comment tu le vis, ce manque de confiance du coach? Tu nous en as un peu parlé, qui n'était pas trop bavard, etc. Mais là, sur un match aussi important, comment un attaquant qui a été décisif à l'aller, comment il se sent quand il t'appelle même pas pour rentrer? Bah, franchement, comment je le vis avec le recul d'aujourd'hui et même le recul que je pouvais avoir à l'époque dans le moment présent, je le vis avec beaucoup de relâchement parce que je me dis que moi, comme je partais du principe qu'il y avait de l'injustice, donc j'ai jamais su le pourquoi du comment et j'ai jamais demandé. Donc pour moi, je partais du principe qu'il y avait de l'injustice, donc je le vivais comme je devais le vivre, quoi. Je me suis vraiment pas pris la tête plus que ça parce que dans tous les cas, je peux pas changer, je peux pas me mettre sur le terrain, même si je sais que j'étais décisif le match d'avant. Après à ma décharge ou à sa décharge à lui, il avait changé beaucoup de joueurs du match aller. Honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi, parce on était sur une bonne dynamique, on aurait pu inverser la tendance et je pense se maintenir. Après, ses choix le regardent, ses compositions le regardent. Moi, je l'ai je l'ai vécu avec beaucoup de détachement, même si j'étais impliqué et je voulais bien sûr qu'on gagne parce que je suis un compétiteur et que ça la fout toujours mal de laisser de vivre une descente. Mais j'étais très relâché parce que je savais que du départ, il y avait de l'injustice. Donc, bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est voilà comme ça que globalement, je l'ai pris. Comment tu vis le fait de jouer le maintien? Est-ce que tu avais de la pression? Parce que quelque part, une descente, ça a toujours ça a beaucoup de conséquences pour un club. Surtout que pour Cambrai, c'était plutôt un club modeste. Donc ça pouvait peut-être mettre en danger le club. Est-ce que tu avais un sentiment particulier, surtout quand la fin approche et puis que tu vois, t'es dans une situation compliquée? Comment tu l'as vécu un petit peu ce passage-là? Ah bah bien sûr, bien sûr. Déjà tout pour commencer, déjà une descente, c'est jamais bon, que ce soit pour un gros club ou pour un club dit modeste comme Bourg-en-Bresse, mais encore plus pour un club comme Bourg-en-Bresse, parce que ça met vraiment en péril, ça peut mettre en péril l'avenir du club. Et moi, je suis très attaché, en tout cas, je mets un point d'honneur à respecter tous ceux dans les clubs dans lesquels je suis passé, en tout cas, pourront dire que je mets un point d'honneur à respecter tous ceux qui travaillent pour le club, que ce soit dans les bureaux, que ce soit les intendants, que ce soit vraiment les personnes un peu de l'ombre. C'est plus à eux que je pense que nous ou à moi en tant que joueur. Donc quand on vit une descente, on a vraiment tout ça dans la tête, au-delà de la déception sportive. Moi, j'ai vraiment dans la tête, en tout cas, la déception des employés qui peuvent perdre leur boulot. Et puis c'est compliqué après ça peut être compliqué pour eux de subvenir aux besoins de leur famille. Si un club comme Bourg-en-Bresse descend, c'est forcément impactant et impacté sur le plan des bureaux parce que c'est là où, entre guillemets, c'est plus facile de couper des têtes, on va dire, entre guillemets. Donc, moi, c'est plus vraiment pour les intendants, les salariés du club que j'étais vraiment déçu et peiné. Plus que pour moi, pour vous dire la vérité. Et donc, ton aventure s'arrête ici. Ça sera ta dernière expérience en France. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que tu voulais à présent partir sur des découvertes de championnats étrangers ou tu as simplement saisi une opportunité en rejoignant ton futur club? Non, moi, je savais déjà que je voulais repartir à l'étranger parce que j'avais déjà beaucoup apprécié mon expérience à Sofia, malgré les hauts et les bas, mais j'aimais bien le fait de vivre à l'étranger. Je me sentais vraiment plus tranquille. C'est quelque chose qui me convenait, qui convenait aussi à ma famille. Donc, je savais en tout cas que j'allais pas rester en France. Donc, ça, je le savais. Je savais pas où j'allais aller, mais je savais que j'allais pas rester en France et que j'allais tenter ma chance encore à l'étranger. Ça, c'était une certitude. Du coup, après ce passage express en France, 6 mois,
à Bourg-en-Bresse. Donc, comme tu nous l'as dit, tu avais envie d'ailleurs, encore une fois. Donc, tu pars en Azerbaïdjan, au FK Mhm, Sabail. Donc, raconte-nous un mhm. petit peu les coulisses de ton arrivée là-bas. Et, et est-ce qu'il y a une... On va pas forcément te demander ton salaire, mais est-ce que tu as, disons, un pourcentage par rapport à ce que tu pouvais toucher en France, en Azerbaïdjan? Bah déjà, comment ça s'est passé, l'Azerbaïdjan? C'est un agent avec qui j'étais en contact, qui travaillait dans ces pays-là, qui avait beaucoup de contacts en Turquie, Azerbaïdjan, ces pays comme ils sont limitrophes, ils sont plutôt proches. Donc, qui m'a parlé du projet, qui m'a dit que voilà, c'était intéressant, aussi bien financièrement que la vie aussi à Bakou. Donc financièrement, bien sûr que c'était intéressant. Et aussi la vie à Bakou. Donc, c'était quelque chose que j'avais envie de découvrir. Donc, ça s'est passé relativement vite et surtout simplement. Ils sont arrivés, ils ont fait l'offre, j'étais d'accord. Ça me convenait, je suis arrivé avec ma famille, on s'est posé à Bakou. Et puis ça s'est passé vraiment, bah, ça s'est passé très vite. Je les ai rejoints en stage, ils étaient en stage en Turquie à l'époque. Je connaissais rien du tout de l'Azerbaïdjan, j'avais jamais entendu parler, mais je savais que c'était, bah, parce que à l'époque, l'agent qui m'a ramené avait fait beaucoup de transferts là-bas, donc il m'a bien vendu le truc. Donc c'était plutôt facile de dire oui, quoi. Donc, tu rejoins FK Sabail. Selon nos informations, le club a été créé 2 ans avant ton arrivée. Comment le club était Mhm. développé au niveau des infrastructures, etc. Comment le club c'est quoi les fondations d'un club créé 2 ans avant ton arrivée? Bah, franchement, c'était très bien. Il y avait un terrain d'entraînement, c'était un synthétique, je me rappelle, mais il y avait une salle de sport, les infrastructures, elles étaient bien. Le club, il était organisé, malgré sa jeune expérience et sa création 2 ans auparavant. Le club était très organisé, c'était très carré et surtout, ils avaient pris des bonnes personnes pour gérer le club. Donc, c'était vraiment bien. J'étais pas surpris parce que je savais à peu près via l'agent comment c'était. Donc j'étais pas surpris, mais j'étais agréablement surpris, on peut dire quoi. Comment se passe ton intégration là-bas en Azerbaïdjan en tant que francophone? Niveau langue, niveau culture aussi. Mm. Bah, il faut savoir que c'est une culture orientale déjà. Donc après c'est quelque chose que je connais. Et puis moi je suis quelqu'un de très curieux et de très ouvert de nature. Donc l'intégration elle se passe plutôt bien parce que bon après j'avais vécu en Bulgarie et puis j'avais perfectionné mon anglais. Donc j'arrivais à m'exprimer, j'arrivais à me faire comprendre. Et puis il y avait aussi pas mal d'étrangers. Et puis j'ai été aussi très bien accueilli par les locaux. Donc l'intégration elle s'est passée plutôt bien, même très bien. Donc j'étais vraiment content et très satisfait de mon choix à cette époque-là. Donc, à l'image de notre question précédente sur Sofia, comment se passe la vie à Bakou, dans une ville très moderne qui s'est développée récemment, à l'image de Dubaï? Comment se passe la vie là-bas? Ah, la vie, elle est top. La vie, elle est top. À Bakou, il fait beau l'été, mais il fait froid l'hiver. Mais la vie en général, elle est top, elle est tranquille. Comme vous dites, et comme vous avez bien, bien su le dire, la ville s'est développée assez bien. Donc c'était vraiment agréable de vivre à Bakou. J'étais avec ma famille en plus à cette époque-là encore parce que mon fils n'allait pas encore à l'école. Donc profiter, c'était que du pur plaisir. On s'était vraiment plu. Donc, ta première saison à Sabail, pour parler un petit peu terrain, c'est la saison où tu joues le plus, 2500 minutes en Mhm. tout. Vous finissez troisième du championnat. Est-ce que Mhm. à la fin de cette saison, tu es content d'avoir fait ce pari-là, d'être allé en Azerbaïdjan? Ah oui, à la fin de la saison, je suis extrêmement content et je regrette vraiment pas mon choix, mais même depuis le début, je n'ai pas regretté mon choix de venir en Azerbaïdjan parce que déjà d'une, c'est la saison où j'ai le plus joué, où le coach m'a fait le plus confiance, et puis surtout, on était donné pour jouer le bas de tableau.
Donc, c'est surtout aussi un prestige de pouvoir finir troisième, parce qu'en Azerbaïdjan, il y a encore les médailles. Donc, on a fini médaille de bronze. Donc, et surtout un barrage pour l'Europa League à l'époque. Donc, c'était vraiment grand pour le club. C'était surtout un club qui a été créé 2 ans auparavant. On avait fait une superbe deuxième partie de saison, malgré que la première, elle soit en dents de scie. Mais la deuxième partie de saison, c'était vraiment tous trouvés, entre guillemets, et on a très bien fini le championnat et on était très contents. On a fait vivre des très bonnes choses aux supporters de l'époque de Sabaïl et je pense qu'on a marqué un peu l'histoire du club. Si on se trompe pas, si on se trompe pas, c'est cette saison que tu joues avec Michael Essien. Est-ce que Ouais. c'est Qu'est-ce que ça fait d'être au quotidien avec une légende comme ça? Et si jamais tu as une anecdote sur lui, Michael, j'ai pas trop d'anecdotes sur lui, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est un super mec. Avec l'immense carrière qu'il a, il était vraiment très à l'écoute. Il distillait des conseils. Et puis, il était. Déjà, c'était un très bon joueur, même s'il était plus sur la fin que sur le début. Mais c'était incroyable de pouvoir s'entraîner avec lui, de pouvoir lui parler. Après, moi, je suis quelqu'un d'aussi beaucoup réservé, donc je vais pas forcément poser beaucoup de questions, mais je sais qu'on a eu un bon feeling, on s'entraînait bien, on s'entendait bien, et c'est super d'apprendre avec des joueurs comme ça, surtout, et c'est une expérience de se retrouver en Azerbaïdjan, à Bakou, dans un club qui a été créé 2 ans avant avec une telle légende, quoi. Malgré cette saison pleine, tu quittes le club à la fin de la saison pour rejoindre le Sabah FK. Pourquoi tu Mhm. fais ce choix, si c'est ton choix bien sûr, de quitter Sabah alors que vous sortez d'une bonne saison? Parce que je fais ce choix-là parce que en fait Sabah il voulait me prolonger à l'époque, mais on s'était pas entendu sur les modalités. Après c'est des trucs contractuels et puis Sabah est arrivé avec une meilleure offre tout simplement pour être honnête avec vous. Donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai pensé à moi et puis surtout j'ai jamais je savais qu'on avait fini troisième, qu'on avait fait une bonne saison, qu'on allait faire les barrages de l'Europa League, mais honnêtement, je savais on allait avoir très peu de chance, en tout cas avec l'effectif actuel et l'équipe actuelle, de pouvoir se qualifier pour l'Europa League. Donc j'étais aussi très lucide sur ça. Et puis après, avec les discussions, et puis je suis parti en bon terme de Sabaïl. C'est toujours un club que je suis aujourd'hui, et avec qui j'ai quand même des rapports avec certains joueurs encore de là-bas, ou même du pays en général. Mais c'est juste que j'ai fait le choix le meilleur contrat était là, et puis on s'est pas entendu sur les modalités. Donc voilà, c'est plus ça. mais malheureusement, je crois que tu te blesses avant même la première journée de championnat. Et ce qui fait que tu Ouais, ne joues plus jusqu'à la fin de la saison. Raconte-nous cette période, car je crois que c'est l'année du Covid aussi. Donc, ouais. on a En l'impression fait, que tout s'additionne pour pas que tu joues au foot. Donc, explique-nous ton... ouais, dure période, en fait, si vous voulez, bah, la saison où j'étais à Bâle, bah, la saison d'avant, en fait, j'avais pris un coup sur le tibia. Mais j'ai continué à jouer. Je suis parti en vacances parce que c'était avant janvier. Je suis parti en vacances, mais quand je suis revenu, j'avais mal. Toute la deuxième partie de saison, j'avais mal au tibia. Et je disais au médecin, j'ai mal, j'ai mal. Tous les jours, je glaçais. Après, je jouais. J'ai joué la deuxième partie de saison sous anti-inflammatoire, tout le tralala pour éviter un peu les douleurs. C'était vraiment chiant. Après, quand je rentrais, j'arrivais pas à marcher. Tout ça, c'était chiant. Donc après, je signe à Saba et quand je fais le premier entraînement, douleur mais au tibia, mais une douleur pas possible. Et heureusement, le coach qui était là à l'époque, qui était là, me connaissait parce que j'avais joué à Sabaïl. Donc il me connaissait. Donc je lui dis que j'ai mal et je comprends pas. Là, j'ai vraiment mal. Et il essaye de me gérer un peu. Il me dit, on va faire un examen. Je vais faire un examen de mon tibia et en fait, mon tibia était fissuré. En fait, mon tibia, il était fissuré depuis, bah, je pense que depuis ce fameux coup-là, ce fameux choc-là, il était fissuré. Donc, il me dit, ouais, ben là, c'est chaud, mais on va essayer de te ménager pour te soigner en même temps pour que tu puisses être prêt pour le début du championnat. Et donc, moi, je me dis, OK, bon, quand c'est chaud, j'arrive à jouer, mais quand c'est pas chaud et quand c'est froid, je souffle le martyr, quoi. Donc, ce qui fait qu'on part en stage, le club m'emmène quand même en stage en Turquie.
avec un programme aménagé. Donc, on arrive le premier jour, je m'entraîne. Le premier jour, on arrive, on a deux entraînements. Je m'entraîne le matin, on fait tout ce qui est physique, on court, tout ça, je me sens bien. Quand je cours, ça va, pas de problème. Et l'après-midi, le coach me dit, bah, tu t'es entraîné ce matin, donc tu t'entraînes pas. Et moi, un peu, bon, je voulais un peu toucher le ballon parce qu'on avait couru le matin. Donc, j'ai dit, ah non, mais c'est bon, ça va aller et tout. Je vais m'entraîner cet après-midi. Au pire, si j'ai mal, j'arrête. On commence l'entraînement, on a fini l'échauffement. Premier ballon, j'ai le ballon, une action anodine et un coéquipier qui me met un petit coup par derrière et là, mon tibia, il se casse. Tout le monde est choqué. Le kiné, jusque 2 ans après, il me parlait encore du bruit que ça a fait, comment il était choqué et tout. Donc, mon tibia se casse. Je me fais opérer le lendemain à Istanbul. Je transfère à Istanbul, je me fais opérer. Et après, voilà, commence le long combat de la rééducation, voilà quoi. Mais tu nous disais que tu avais déjà cette douleur à Sabaye, mais pendant la visite médicale pour aller à Saba, les médecins n'ont pas décelé cette douleur. Non, justement, en fait, ils ont pas vu la fissure. Après, si je peux pour mettre aussi, c'est de la visite médicale, elle était pas vraiment poussée parce que déjà d'une, ils me connaissaient, ils savaient que j'avais joué, donc j'ai fait vraiment les trucs basiques, les prises de sang, etc. Mais j'ai pas fait un examen complet. J'ai fait un examen du cœur, j'ai fait un examen du cœur, j'ai fait un peu les articulations pour savoir, mais ils ont pas creusé sur les os, etc. C'était ça qui est un peu dommageable et je m'en voulais un peu parce que c'était un nouveau club et que moi je suis pas un tricheur donc je voulais pas, c'est pas comme si je leur avais caché parce que je pensais vraiment à l'époque et puis j'ai joué tous les matchs quoi. Si tu regardes la saison d'avant j'ai joué 28 matchs, je crois que c'était 28 matchs, j'ai joué 28 matchs. Moi pour moi j'étais pas blessé quoi même si j'avais des douleurs. Donc loin de moi l'idée de leur faire défaut et de venir avec un truc caché et signé dans un nouveau club quoi. Du coup, après cette fameuse saison Covid, tu grappilles quelques minutes en début de saison, donc 2020-2021. Mais ta saison, elle se lance vraiment à partir environ de la neuvième journée contre le Zira FK. Et par la Mhm. suite, tu as beaucoup joué. Donc, quel a été le déclic pour toi? Le déclic, en fait, c'est que déjà quand j'étais blessé, déjà moi, il faut savoir que j'avais une blessure, mon tibia il s'est cassé, mais c'était le syndrome du stress tibial, donc c'était une fracture de fatigue, donc c'est beaucoup plus long normalement qu'une fracture simple. Donc moi, à l'époque, le préparateur physique de Saba m'avait soigné comme si c'était une fracture du tibia simple. Donc moi, ce qui fait qu'au lieu de prendre 6 à 7 mois, moi en 4 mois, j'étais sur le terrain. Ah oui. Mais j'ai senti, la veille d'un match, j'ai senti une douleur atroce, comme si mon tibia était encore cassé. Donc c'est là qu'après, après cette période, c'était avant janvier, je suis parti me soigner à Dubaï à la FIFA. J'ai été me soigner à la FIFA pendant un mois. Après, je suis revenu, le Covid est arrivé. Entre-temps, ça avait changé de coach, parce que c'était la saison d'avant, avant qu'on revienne. Je rebondis, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. C'était qu'il y avait un coach qui était venu, un coach croate. Et ce coach croate, en fait, comme moi, j'étais blessé, et ben lui ça l'arrangeait pas forcément parce que après c'est beaucoup de je vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est beaucoup de politique on va dire donc un joueur blessé qui est bien payé Hmm. on peut quelqu'un d'autre pour un transfert quoi. Il s'avère que ce coach-là, il a réussi à se faire virer pendant le Covid. Donc, c'est pour vous dire à peu près le niveau de coach. Donc, 100 matchs, il a réussi à se faire virer. Donc, et ce coach-là, en fait, disait beaucoup de bêtises sur moi. Il disait que il m'avait vu en ville ou je sais plus quoi, des trucs comme ça, que fallait résilier mon contrat, que bon, il est parti avant moi déjà. Donc, ça avait un peu créé des petites tensions avec le président à l'époque. Et le président à l'époque ramène après un coach espagnol avec ses joueurs, ses idées. Je suis pas forcément dans ses plans, mais je suis là, je me bats, je reviens de blessure, donc aussi je profite de rejouer au football. Surtout avec le Covid et tout ce qui se passait, j'avais bien pris le temps de me préparer quand même, donc j'étais plutôt prêt et sûr de mes qualités et je connaissais déjà le championnat, donc bon. Donc c'est pour ça que ça a commencé un peu doucement, entre autres, parce que le coach avait ses idées, ses joueurs, et puis après j'ai su lui prouver que
je pouvais être une option et ça s'est plutôt bien passé jusqu'à ce qu'il soit viré. Donc, fin de saison, tu quitteras l'Azerbaïdjan juste après, mais dernière question sur l'Azerbaïdjan. Après ces 3 saisons, que retiens-tu de ce championnat? Si tu peux nous citer les différences avec la France, les stats, Euh, si tu as des joueurs qui t'ont marqué. euh, des joueurs qui m'ont marqué, oui, il y a des très bons joueurs. Je vais dire plutôt une équipe qui est Karabag, qui a fait un gros parcours encore cette année en Europa League, sorti par Leverkusen. Mais c'est surtout le championnat, c'est un très bon championnat, je trouve, en tout cas, pour y avoir évolué pendant 3 saisons. C'est un championnat qui est difficile, qui est quand même technique. Si je dois comparer à la France, Karabakh, c'est la Ligue 1 quand même. C'est à le niveau d'un club de Ligue 1. Je pense que Karabakh viennent en Ligue 1, ils se battent pas pour le maintien. Je pense qu'ils sont milieu de tableau, surtout maintenant, ils sont vraiment, je pense qu'ils sont milieu haut de tableau, quoi, entre la cinquième et la septième place, je vais dire, quoi. Si je, objectivement, hein, objectivement, je parle que de Karabakh, hein, je parle pas forcément des autres équipes, mais ouais, des joueurs qui m'ont marqué, bah, Zoubir, que je connaissais déjà, vu que j'avais joué contre lui en France, mais c'est un super joueur et qui s'éclate là-bas aussi. On arrive en même temps, donc en fin 2018, et il y est toujours, donc c'est qui s'éclate et c'est qui prend du plaisir, et je suis super content pour lui parce que c'est un ami. Mais ouais, le championnat, et surtout maintenant, je trouve qu'il est beaucoup plus relevé parce que je suis toujours. Et le championnat, il est passé de 8 à 10 équipes. Et c'est quand même beaucoup plus relevé. Quand tu vois les matchs, il y a quand même du spectacle. Les stades sont pas forcément remplis, mais les pelouses sont agréables. Les conditions sont top. Et les Azéris sont un peuple très sérieux. Donc je pense qu'ils font une bonne promotion de leur football à travers Karabakh en Europe. Donc ils arrivent à attirer aussi des joueurs. Là, je vois des joueurs comme Isaac Belfodil, comme Casimir Ninga qui est en Ligue 1, qui sont là-bas. Donc je pense que ça va attirer de plus en plus de bons joueurs à terme via la vitrine Karabakh, bien sûr, mais surtout par l'attractivité du championnat. Du coup, après ces 3 années passées en Azerbaïdjan, tu t'envoles pour un nouveau pays, l'Albanie. Comment tu te retrouves en Albanie? Comment je me retrouve en Albanie? Bah, le mercato il passe et puis il n'y a pas forcément des offres qui sont à la hauteur de ce que je voulais ou de ce que j'espérais ou de ce que je pensais en tout cas prétendre vouloir. Donc le temps il passe et puis j'arrive à la fin du mercato et je me regarde et je dis bah, il faut quand même que je signe quelque part quoi. Il faut quand même jouer au football quoi. Et puis j'ai un ami avec qui j'avais joué en Azerbaïdjan à Sabah qui signe dans ce club-là en Albanie qui était champion en titre et qui m'appelle et qui me dit ouais, ils cherchent un attaquant, j'ai proposé ton profil, ils sont super intéressés, ils veulent que tu viennes. Sachant que moi, en fait, avant, pour la petite anecdote, avant que j'aille en Albanie, je devais aller en Roumanie. Je devais aller en Roumanie déjà à l'époque dans un club. Je suis parti m'entraîner, mais en fait, j'ai vraiment pas aimé la ville, quoi. La ville, c'était Et un c'est quelle ville? village comme pas possible. C'était Kindia. Le club, c'est Kindia, mais je sais plus c'est quoi la ville. Targoviste. Ah oui. Targoviste. Donc, la ville, c'était vraiment pas ça. Et puis, je suis arrivé à reculons. Quand j'arrive à reculons, déjà que je suis grand, je peux 1,92 m. Donc, quand tu sens que quelqu'un n'a pas envie, déjà, ça montre long. Donc, après, je suis arrivé, j'ai fait quelques jours d'entraînement. Après, en même temps, je parlais avec mon ami, justement, parce que ça s'est fait quasiment en même temps. Donc, après, j'ai voyagé de Roumanie en Albanie. Donc, je suis même pas repassé par la France. Donc, donc après, bah, mon ami m'a recommandé et puis le club était intéressé et puis ils ont fait l'offre et puis c'était intéressant et c'était dans les derniers jours du mercato donc j'ai signé en Albanie. Donc, tu signes à Total, club qui joue les premiers rôles dans le championnat albanais. Comment se passe ton Mhm. intégration et quelle langue on parle là-bas? Bah, les Albanais ils parlent albanais Ouais. mais l'intégration elle s'est passée plutôt express parce que je suis arrivé ils allaient commencer le championnat si je dis pas de bêtises donc moi j'étais donc en n'ayant pas fait de préparation physique j'étais un peu à court de forme donc ils ont essayé de me retaper le plus vite possible pour le championnat.
Donc après, je faisais double séance matin, après-midi. Donc l'intégration ça s'est passé plutôt vite. Quand on voit beaucoup les coéquipiers, ça passe toujours beaucoup plus vite, quoi. Mais après, le matin, j'étais quand même avec le préparateur physique et lui, il n'était pas là pour rigoler, quoi. Donc le matin, j'étais fatigué, il me faisait courir et tout. Et après, bah, dès que le premier match ou le deuxième match du championnat, j'étais déjà dans le groupe et je suis rentré. Et puis ça s'est passé naturellement, quoi. Enfin, quand on parlait de la langue, c'était, enfin, pas dans le pays, mais genre dans le club. Est-ce qu'il y avait des francophones? Quelle langue ça parlait dans le club, au sein du club? Ah ouais, non, non, dans le club, non, il y avait pas de francophone. Il y avait un Ghanéen, donc il y avait mon ami qui est serbe. Il y avait un Brésilien et c'est tout. Et moi français. Donc ça parlait en anglais généralement, principalement. Et puis les Albanais aussi parlent quand même bien anglais, même si c'est pas tous, mais on arrive à se comprendre. Et puis dans le football, c'est quand même un langage assez universel. Donc si j'arrive pas à parler directement, eh ben, il y a quelqu'un qui va parler, qui va faire un peu le tampon pour qu'on puisse quand même bien se comprendre et puis bien s'entendre et créer des affinités surtout. Malgré un bon début de saison, tu joues de moins en moins, jusqu'à ne même plus être dans le groupe pour certains matchs. Est-ce que c'est ça qui a provoqué ton départ? Oui et non. Il y a deux choses qui ont provoqué mon départ. C'est que déjà, euh, il y avait des retards sur les salaires. Donc ça, moi, je suis quand même assez intransigeant dessus. Donc ça m'a pas trop fait kiffer, si je peux dire. Donc après moi, et quand je suis pas content, et ben, je le montre et je l'exprime. Donc après, on s'est un peu fighté. Et après, je jouais beaucoup moins parce que j'étais préoccupé par ma situation salariale. Donc voilà, je venais à reculer en entraînement, je traînais des pieds. Et puis on s'est pris la tête. Après, moi, je suis parti en vacances. Et après, avant que je parte en vacances, ils essayaient de me résilier parce qu'en fait, ils voulaient pas payer. Donc, mais comme j'avais un assez bon contrat, bah, en fait, on s'est un peu fighté. J'ai dit, moi, je pars en vacances et après, on verra. Et quand je suis revenu, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je veux partir. Donc, eux, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, tu veux pas, on veut te garder. J'ai dit, mais là, dans tous les cas, de toute façon, je joue pas. J'ai dit, je joue pas et puis vous payez pas. Donc, moi, j'ai pas d'intérêt à être là, quoi. Et donc, après, bah, parce qu'on va emboîter le pas avec la Malaisie, je vous emboîte le pas directement parce que c'est comment ça s'est passé. Moi, j'ai l'offre de Malaisie qui arrive et le club, je vais voir le club gentiment et je leur dis pas que j'ai une offre, mais je leur dis que je veux partir, quoi. Parce que je sais que comme ils voulaient pas que je parte, sinon ils allaient demander peut-être un transfert ou ils allaient me mettre des bâtons dans les roues. Donc, je dis moi que je veux partir. Ils me disent non, tu pars pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'habite à 5 minutes du stade, encore une fois, à la marche. Donc, je dis ok, je m'entraîne pas. Donc, je suis rentré chez moi. Et je suis rentré chez moi et je suis pas venu à l'entraînement. Après, on m'appelle, le directeur sportif il m'appelle, il me dit ouais, pourquoi t'es pas venu à l'entraînement? Je dis mais moi je vous ai dit que je voulais partir. Vous payez pas et je joue pas. Donc je vois pas pourquoi je vais rester. Donc après on s'est fighté, il m'a dit viens au bureau, je suis venu dans son bureau, on s'est expliqué comme des hommes et on a trouvé la solution et j'ai résilié sur le moment quoi. Donc c'était pas si dur que ça finalement en finale donc après j'ai résilié et je suis parti en Malaisie. Du coup, avant de parler de la Malaisie, euh, on a parlé tout au long de ton parcours, on s'est intéressé un petit peu aux endroits où tu as vécu. Là, en l'occurrence, tu étais à Durrës, au bord de la mer Mhm. Adriatique, 6 mois. Ouais. Enfin, comment c'était la vie là-bas? Est-ce que c'était plutôt doux? Oh, la vie là-bas, c'était top. C'était top. Après, c'était juste un peu. Bon, c'est pas contraignant, mais j'étais tout seul. Bon, parce que mon fils rentrait à l'école, faisait sa rentrée, mais j'ai vécu à l'hôtel pendant 4 mois sur 6, 5 mois sur 6, donc j'ai vécu à l'hôtel. Donc, c'est avec tout ce que ça comporte, c'est bien parce qu'on est tranquille. J'étais dans un superbe hôtel, bord de mer, c'était super. Et puis, c'est la station balnéaire de l'Albanie, donc je vais pas me plaindre. Mais ça manque, en plus, des fois, ça manque aussi un peu d'intimité. Mais sinon, la vie, globalement, c'était très agréable. Ça faisait très vacances. Ça faisait vraiment très vacances, à part quand les températures ont commencé à baisser. Mais sinon, ça faisait globalement très vacances. On sort de l'entraînement, on est bord de mer. Que demander de plus, quoi. Donc tu nous racontais ton départ d'Albanie. Maintenant, comment on passe de l'Albanie à la Malaisie? C'est une offre d'agent, c'est le club directement qui te contacte. Comment ça se passe?
Ouais, c'est toujours des agents. Après, moi, j'ai la chance depuis cette histoire au CSK, j'étais libre de contrat avec des agents. Et puis comme je connais beaucoup de monde, et puis il y a beaucoup d'agents qui se permettent de me contacter. Moi, je fais un peu le tri. Et puis, ce qui m'intéresse, je garde. Et ce qui m'intéresse pas trop, je mets un peu de côté. Et l'agent qui m'a ramené la Malaisie, c'est un agent qui est serbe. Donc, il m'a ramené cette offre et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, comment il m'a montré, comment il m'a vendu le pays. Et puis, j'ai dit, voilà, pourquoi pas prendre un virage à 180 et puis voir comment ça se passe parce que j'étais surtout en quête d'aventure je veux dire que ça a commencé vraiment après l'Azerbaïdjan. Quand je suis arrivé en Albanie, j'ai dit, bon, ok, là, je sens que j'aimerais bien plus profiter de la vie, voir du paysage bon, si je peux le faire à travers le foot, bien sûr, je suis toujours passionné, mais j'avais vraiment aussi cette quête-là de pouvoir voyager, de pouvoir voir des pays, des différentes cultures, différents championnats. Et puis j'ai dit, voilà, pourquoi pas prendre ce virage à 180 degrés, et puis c'était très intéressant. Du coup, pendant ce court passage en Malaisie, pardon, tu joues beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu du niveau du championnat? Est-ce que tu pourrais le comparer avec un niveau, je sais pas, français ou le situer un petit peu, tu vois, pour qu'on sache? Non, je pense pas que ce soit une bonne chose de comparer avec un niveau français parce que c'est vraiment différent, vraiment du tout au tout, quoi. Ça Ok. veut dire que quand je dis un virage à 180 degrés, c'est aussi bien dans la culture que dans la façon de jouer au football, sachant que généralement dans ces pays-là, ils n'ont pas d'académie pour leurs jeunes, donc il n'y a pas vraiment de formation. Donc c'est difficile de comparer ça à une échelle européenne. Mais ce que je peux dire, c'est que les Malaisiens, ils savent jouer au football et puis c'est pas non plus on a tendance à penser qu'on va dans ces pays-là et puis qu'on va tout casser et puis qu'on va mettre 50 buts mais on joue quand même contre des gens qui ont des contrats, qui sont payés, qui sont aussi qui prennent à cœur leur métier. Comme moi j'ai l'habitude de dire, il y a du football partout. Quand j'arrive dans un pays et j'ai de la chance d'avoir évolué en première division dans les pays étrangers, je me dis que c'est des gens qui arrivent en première division, c'est qu'ils ont forcément des qualités, quoi. Donc, à partir de là, c'est toujours plus. Moi, je suis toujours très terre à terre, je respecte tout le monde et en sachant ce que je vaux aussi et ce que j'apporte aussi. Et puis, c'est normal aussi, que des fois, ils recrutent des étrangers pour hausser un peu le niveau de leurs équipes, mais je suis très terre à terre et surtout très respectueux des pays où je me trouve. Et jamais je viens avec une étiquette de j'ai joué ici, j'ai joué là, j'ai joué en Europe. Comme beaucoup peuvent le faire dans ces pays-là et que généralement ils ne réussissent pas forcément beaucoup parce que parler c'est bien, mais jouer c'est autre chose. On a vu que tu avais joué la Ligue des Champions asiatique pendant ton passage à Kuala Lumpur City. Quelle sensation ça Ouais. fait? Et est-ce que tu peux nous expliquer le format s'il est différent que celui qu'on connaît en Europe? Alors, c'est pas vraiment la Ligue des champions asiatiques, c'est plus la AFC Cup, c'est ce qui équivaut à l'Europa League. Ah oui. Parce que il y a la AFC où il y a vraiment les grosses équipes comme toutes les équipes d'Arabie Saoudite, les meilleures équipes de l'Asie. Et l'AFC, c'est vraiment à équivalent, c'est l'Europa League. Ok. C'est toujours enrichissant de jouer une compétition, que ce soit sur n'importe quel continent ou c'est une continent, j'allais dire européenne, mais non, parce que je suis en Asie du coup, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est toujours enrichissant de jouer contre des autres pays, de jouer une compétition comme ça. C'est enrichissant et c'est très bien pour l'expérience. Et puis, il faut croquer dans les choses à pleines dents. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, ton aventure elle va s'arrêter en cours de saison à l'été Mhm, 2022, parce que du coup en Malaisie, mhm, le championnat c'est sur l'année civile. mhm, Tu te retrouves sans club juste avant le mercato estival. Donc, mhm. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es plus en Malaisie? Bah parce que il faut savoir que moi, mon contrat il s'est arrêté en Malaisie. En fait, si vous voulez, je suis sorti des listes parce qu'à chaque mercato, ils peuvent changer les listes. Ils ont fait le choix de m'enlever de la liste. Ils avaient recruté un autre attaquant à l'époque, mais j'étais encore sous contrat, donc j'avais encore joué, je pouvais encore jouer la FC Cup. Je suis resté en Malaisie jusqu'à mon départ en Ukraine, quoi. J'étais sans club officiellement sur Transfer Market, mais j'étais sous contrat avec la Malaisie.
Et puis il y avait aussi des fameux problèmes de paiement qui gâchent un peu l'aventure parce que la vie en Malaisie, c'était vraiment top. Et surtout à Kuala Lumpur, c'était extraordinaire. C'est vraiment une expérience que j'ai beaucoup aimée. Donc, c'est pour ça aussi que je suis resté sous contrat jusque septembre aussi, parce que ça me permettait de m'entraîner. J'allais à l'entraînement tous les jours. J'étais avec les mecs de l'équipe. Et puis, il y avait une superbe ambiance. C'était super agréable. Au-delà des conditions de vie, c'était l'une de mes plus belles expériences parce que c'était un vestiaire vraiment sympa, avec aussi bien les étrangers que les locaux. Tout était vraiment très bien. Et donc, je suis resté jusque septembre, jusqu'à ce que je parte en Ukraine. Comme tu viens de le dire, tu rejoins tardivement l'Ukraine et le Chronomorets Odessa. En pleine période Mhm. de guerre, qu'est-ce qui te pousse à rejoindre le club? Bah, déjà que j'ai pas d'opportunité parce que je suis en Asie, donc c'est difficile aussi vous savez, quand tu es dans ce chemin de carrière-là, et ben, tu es plus à même à écouter ce qui vient plutôt qu'à choisir vraiment ce que tu veux. Donc, ça veut dire que quand j'ai eu cette opportunité-là, je me suis dit que dans le sens inverse de faire l'Asie et revenir en Europe dans un championnat, même si c'est l'Ukraine, mais c'est un championnat quand même où il y a des grosses équipes, et puis revenir en Europe tout simplement, c'était quand même quelque chose de pas facile à faire. Donc j'ai saisi l'opportunité. Et puis comment ça s'est fait? C'est un agent ukrainien qui m'a simplement écrit, qui a vu ma vidéo, je sais pas par quel moyen, il avait vu ma vidéo et puis le club cherchait un attaquant et puis ça s'est fait vraiment vraiment rapidement pour le coup parce que je pense que c'était un lundi qu'on a commencé à échanger sur la possibilité et puis moi je pense comme vous et vos prochaines questions j'étais titillé par la guerre mais après il a vite répondu à mes interrogations pour me dire comment le championnat allait se passer que on allait jouer dans certaines villes, me rassurer que la ville où j'allais, c'était l'une des villes les plus safe, on peut dire, du pays. Donc, ça s'est fait rapidement parce que le lundi, on a commencé à prendre contact. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais là, il fait chaud, le soleil, je vais retourner en Ukraine. Donc, après, c'était un peu une réflexion qui a duré quelques jours, mais je pense que le vendredi, je crois, j'étais parti. Ça s'est fait rapidement, quoi. Ouais, du coup, ouais, comme tu l'as dit, Odessa, c'est un petit peu à l'écart vraiment du cœur du conflit, c'est à l'opposé, à l'ouest. Mhm. Et du coup, tu as parlé, donc l'agent qui t'a rassuré sur comment allait s'organiser le championnat. Du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de cette organisation en période de conflit? Est-ce qu'il y a certains matchs qui sont délocalisés, etc. Comment ça se goupille? Bah alors, il y a quasiment tous les matchs sont délocalisés parce que déjà, il n'y a pas de match à Kiev, il n'y avait pas de match à Donetsk. Donc, on jouait tous pas tous, mais en tout cas, nous, nos matchs, ils étaient, si vous voulez, pour l'anecdote, ils étaient à 16 heures ou 17 heures de train parce qu'il n'y a pas d'avion. Ah Donc, oui. c'était des trains comme 1950, quoi. C'était vraiment des couchettes, t'as mal au dos, 18 heures de train. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé en Ukraine, ils avaient déjà commencé le championnat, ça allait pas bien, ils gagnaient pas de victoire. Et le premier déplacement, c'est ça, c'est le train de 20 heures, quoi, 18 heures ou 20 heures de train. On doit jouer le lendemain, quoi. On arrive, on voyage pendant 18 heures, on arrive, on pose les bagages, on va s'entraîner. Et puis je vois le préparateur physique qui vient me voir et qui me dit comment tu te sens? Je dis, mais moi, je suis fatigué. Je dis, moi, je suis exténué, j'étais mort. Le trajet, c'était incroyable. Et donc, lui, intelligent comme il est, il va voir le coach et il dit, ouais, bah, il est fatigué, il peut pas jouer, je sais pas quoi. Et donc, après, ça, c'était dès le début. Donc, ça a un peu lancé mon aventure en Ukraine, si vous voulez. Donc, après, ça aussi, c'était beaucoup d'anecdotes, beaucoup de rebondissements. Et à la fin, c'est toujours marrant parce que moi, je prends toujours tout à la rigolade sur la fin. Pas sur le moment, mais à la fin. Donc, pour nous recentrer sur tes performances personnelles, tu ne joues pas beaucoup et en plus de la situation du conflit, cela ne devait pas être facile mentalement. On parle souvent de la santé mentale chez les footballeurs. Là, c'est un peu original comme Mm. situation. Comment tu te sens toi à ce moment-là, quoi? Ouais. Après, je sais pas si c'est dû à mon insouciance ou peut-être que j'ai une case en moins, peut-être, je sais pas. Mais
C'était vraiment, vraiment, mais vraiment clivant comme climat. Parce qu'il y avait la loi martiale, donc à 21h, il fallait que tout le monde soit chez soi, c'était éteint. Et puis je me rappelle qu'un jour, on allait à l'entraînement parce que j'ai un très bon ami maintenant que j'ai rencontré là-bas, qui est un Belge avec qui j'ai évolué là-bas. Et nous, les étrangers, il y avait un Belge et un Canadien. Et on vivait à l'hôtel. Et donc un jour, on partait chaque matin, en fait, on venait nous chercher pour aller à l'entraînement. Et un matin, on est dans le taxi pour aller à l'entraînement et puis on lève les yeux comme ça et puis je vois un missile. Mais au dessert, il y avait le ciel anti-roquette, quoi. Mais donc on voit un missile se faire intercepter dans les airs comme ça. Puis c'était juste incroyable, quoi. Surtout en allant au foot, quoi. Et je regarde mon pote et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de là où on est quand même? Tu vois? Donc après, c'était quand même assez incroyable et assez insolite comme situation. Mais au-delà de ça, le pays était très safe. J'ai pas, à part à quelques moments où des fois il y avait des coupures de courant ou des fois quand il y avait une bombe, l'alarme retentissait dans tout le pays. Donc c'était aussi des fois c'était un peu chiant sur ce point-là, mais ouais, c'était une expérience parmi tant d'autres. J'ai toujours dit qu'à la fin de ma carrière, j'écrirais peut-être un livre. Donc Sur les agents aussi, tu nous avais dit. le football en général, les anecdotes, parce que bah, pour recentrer sur les performances, donc je joue pas beaucoup parce que j'arrive et puis je suis tombé et puis les coachs aussi, je peux écrire un livre sur les coachs aussi, parce que je suis tombé sur un coach qui avec tout le respect que j'ai pour lui, mais lui c'est pas du foot en fait, c'était l'armée. C'était l'armée, quoi. Lui, il était dans la guerre à tous les niveaux, quoi. Aussi bien au foot que dans son pays, c'était la guerre. Donc, beaucoup de courses physiques. Et je pense qu'il estimait que je courais pas assez à l'entraînement, d'après ses dires, pour prétendre à jouer. Donc, après, j'ai dû encore, bon, moi et mon sale caractère ou mon sale tempérament, si je peux dire, mais je me suis battu pour jouer. Et puis, l'équipe n'avait toujours pas gagné. Donc, je jouais pas, l'équipe ne gagnait pas. Je dis pas que c'est pas parce que je jouais pas, pardon. L'équipe ne gagnait pas. Et puis, un jour, il décide de me mettre et puis on gagne une première victoire. C'est pas décisif, mais on gagne sur le terrain. Donc, moi, à partir de là, je me dis, bah, ça va, ça roule, quoi. Mais la journée type en Ukraine, c'est comme j'ai l'habitude de dire avec mon ami en rigolant, c'est que tu voles pas ton salaire, quoi. Là-bas, tu voles pas ton salaire. C'est que tu es debout à 8 heures, on vient te chercher pour aller à l'entraînement, vous prenez le petit déjeuner. Après, ce coach-là avait une fâcheuse tendance de faire une vidéo de 1 heure tous les jours dans un amphithéâtre. Mais tous les jours. Magistral. Tous les jours. Voilà, s'il n'y a pas quelque chose à regarder, on va parler soit du match qui est passé, soit des fois il filmait les entraînements, soit c'était, et puis on en bouffait tous les jours. Ça veut dire qu'à 10 heures, on avait rendez-vous, ou à 11 heures, et quand on avait rendez-vous à 8 heures, on arrivait, on prenait le petit-déj, après on avait un petit temps, un petit peu de temps pour nous, histoire de bien se réveiller le matin quand même, et après on avait rendez-vous à l'amphithéâtre, mais c'était plus ennuyant qu'autre chose, et puis le coach il criait beaucoup, il était très exigeant sur sa façon de jouer, et puis on n'avait pas des bons résultats, donc c'était un climat un peu tendu, si je peux dire. Et donc des vidéos après, on avait entraînement à midi, donc on fait la vidéo de 10 heures ou à 11 heures ou de 11 heures quasiment midi. Après, on va à l'entraînement, on soulève des poids, on court, on saute. C'était, c'est la vie d'un footballeur, attention, hein, je me plains pas, mais là-bas, c'était vraiment, tu ne volais pas d'argent comme on l'a dit en rigolant. Du coup, tu penses, enfin, c'est une de ces raisons qui t'a poussé à quitter le club en fin de saison, du coup? Non, non, pardon, à la mi-saison, à l'hiver. Voilà. Il y a deux raisons qui m'ont poussé à quitter le club. C'est que moi, je suis arrivé de Malaisie avec tout ce que ça comporte. En Malaisie, il fait lourd. Ça veut dire il fait chaud, donc on prend pas beaucoup de poids vu qu'on mange pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très maigre de base. Je prends pas beaucoup de poids. Donc, je suis arrivé en Malaisie. Déjà, je faisais 82 kilos. Je suis arrivé en Ukraine, pardon, je faisais 82 kilos de Malaisie. Mais mon poids de forme, moi, il est plus situé vers 85, 86. Donc, je suis à 1m92, c'est cohérent. Sauf qu'arrivé en Ukraine, je fais 82 kilos, eux, ils pensent que c'est mon poids de forme.
Donc, moi, avec le froid, avec tout ça, moi, je pars en vacances, je mange pas forcément beaucoup, je prends pas forcément beaucoup de poids, mais je reviens à mon poids de forme. Mais quand j'arrive, je fais 85 ou 86 et il me dit non, toi, quand t'es arrivé, c'est 82, donc tu dois faire 82. Arrivé en stage, parce que je l'ai revu en stage en janvier, en Turquie, à Antalya, et il me dit ouais, bah toi, tu dois faire 82 parce que c'est le poids lequel t'es arrivé. Je dis, mais moi, mon poids de forme, en fait, parce que je dis, je suis arrivé de Malaisie, il faisait lourd, il faisait 36 degrés, je mangeais pas beaucoup. Et puis voilà, quand tu me vois, j'ai pas l'air gros, quoi. Je leur dis, quand tu me vois, j'ai pas l'air gros, donc tu peux pas me mettre le surpoids sur le dos, quoi. Il me dit, non, je dois faire 82, sinon je t'entraîne pas. Si tu fais pas 82 d'ici la fin de semaine, tu auras des problèmes, etc. Les menaces, ça commence. Puis comme moi, je suis un peu une tête dure, mais je suis descendu quand même au poids en quelques jours parce que je perds vite aussi. Donc, je suis descendu au poids en quelques jours, mais avec le coach, ça passe toujours pas parce qu'il dit, voilà, les joueurs, ils sont revenus en surpoids. Il parlait de moi. En fait, des fois, il parlait en ukrainien. Bon, si tu préfères, va pas mettre de- Bref, il parlait en ukrainien. Et des fois, il disait au traducteur de ne pas traduire pour bien parler son nom et puis qu'on ne puisse pas comprendre. Tu vois? Donc, c'était son petit jeu et puis c'était marrant. Moi, ça m'a amusé 5 minutes. Après, on était en Antalya, il faisait un peu beau. Euh, et donc, après, donc on commence les matchs amicaux. Et puis un jour, en fait, il se passe que on s'est pris la tête avec le coach. Pendant le stage, on s'est un peu pris la tête pour X ou Y raison, parce que moi, j'aimais pas sa façon de parler. Honnêtement, j'aimais pas sa façon de parler. Je trouvais qu'il manquait de respect, que ce soit à moi ou à d'autres, hein, mais moi, je me concentre sur moi, donc sa façon de me parler, j'aimais pas. Donc, à un moment donné, je lui dis deux fois, oui, bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et puis, un jour, on se fight un petit peu. Et puis, ce qu'il a décidé de faire un jour, c'est que c'est très vicieux, en fait, ce qu'il a fait. C'est c'était un jour où il y avait deux matchs. Comme c'est les matchs de préparation, vous savez, c'est les camps de préparation, donc il y a souvent des matchs amicaux, etc. Et comme on avait assez d'effectifs pour faire deux équipes, il a organisé deux matchs. Donc un match le matin pour les remplaçants et un match pour les titulaires. Donc bien évidemment, je suis avec les remplaçants. Et il me dit de venir le matin. Donc je vais au match et je suis remplaçant des remplaçants. Ça veut dire que je suis remplaçant des remplaçants. Donc je regarde les gens jouer. Il me fait rentrer 15 minutes. Et moi, j'étais fatigué, j'avais pas trop dormi la veille. Et donc, il me fait rentrer 15 minutes, et puis ça se passe bien, et puis je rentre et tranquille. Et puis, quoi, je suis en préparation, donc le championnat n'a pas encore commencé, et puis moi, j'aime pas trop les matchs amicaux. Bref, ça, c'est une autre histoire. Et, et après, je suis dans le bus, parce que c'était à 1 heure de route, je suis dans le bus en train de me reposer, donc j'ai mes écouteurs, j'ai les yeux fermés, et puis je vois qu'on me tape comme ça, on me tape à l'épaule, et on me dit, ouais, bah, cet après-midi, je dois venir aussi au match avec l'autre équipe. Donc moi, je suis un peu dans le gaz. Donc au début, je souris un peu et je dis OK, OK, OK. Et après, en fait, ça m'a frappé. Je me réveille et je dis en fait, je pense que là, il y a un problème parce que je pense que ce coach, en fait, il avait je pense que son but sur cette situation, c'était de m'humilier. Moi, je l'ai pris comme ça. C'était tu viens le matin, je te mets remplaçant des remplaçants, et puis l'après-midi encore, tu vas t'asseoir, regarder les autres encore jouer. Donc, je me réveille, donc parce que du coup, ça me réveille direct. Et puis on arrive à l'hôtel et puis je dis au préparateur physique, je dis écoute, bah, cet après-midi, je viens pas. Je dis je viens pas parce que je suis fatigué et puis parce que je ne vais pas jouer donc ça sert à rien. Donc la journée elle passe, c'est comme si on rentre à midi et à 16 heures il y avait rendez-vous quoi. Sachant que moi je me suis tapé 2 heures aller-retour et pour pas jouer et puis aller encore se faire humilier, j'ai dit très peu pour moi quoi. Donc à 16 heures ils appellent pour le rendez-vous, ils me disent t'es où? Je dis mais moi je lui dis que je venais pas. Donc je suis pas parti. Et après, c'est comme ça que ça a pété. Puis, euh, et puis après, par coup du destin ou bonheur ou pas, ou ma bonne étoile ou pas, mais la Roumanie arrive juste après, quoi. Donc après, on se fight, mais on se sépare. Et puis voilà, tout est bien après. Tout le monde est content. Donc, justement, tu t'envoles vers la Roumanie, le FC Arges. Donc, quand tu signes ton contrat, quel projet on te Mhm. propose quand... Honnêtement, là, il n'y a pas de projet. Là, le projet, c'est que le club, il joue le maintien. Moi, je voulais partir de l'Ukraine parce que je ne pouvais pas rester. Donc, il n'y a pas vraiment de projet. Il y a vraiment le projet de... Déjà, il y a le projet, on va dire, sur la sécurité. Déjà, je quitte un pays en guerre. Déjà, ça, c'est quand même
assez bien de le souligner quand même, mine de rien, parce que je ne me voyais pas retourner en janvier, parce que les échos que j'avais, c'est que en janvier, ça allait s'intensifier, et ce qui n'a pas manqué, parce que mon ami qui était là-bas me disait que c'était un peu tendu. Donc, il n'y a pas vraiment de projet. C'est que la Roumanie, elle se présente, un club de première division, bon, certes, qui joue le maintien, mais moi, je voulais juste partir de l'Ukraine, quoi. Je voulais juste, surtout qu'avec le coach, ça n'allait pas passer. Ça n'est pas passé et ça n'allait pas passer. Encore, il y a des coachs avec qui on ne s'entend pas, mais ça peut passer. Ou on peut, à tort, à raison, tu peux lui montrer par tes performances que ça peut passer. Mais ce coach-là, il voulait rien savoir, quoi. Tu disais mon nom, limite, je sais pas, sa kryptonite, je sais pas. Enfin bref. Donc, l'Ukraine, je voulais vraiment quitter l'Ukraine. Et puis j'arrive en Roumanie, et puis il y a beaucoup de Français en Roumanie, dans l'équipe spécialement, beaucoup de Français. Donc j'ai retrouvé un petit peu une ambiance un peu plus paisible et propice au travail. Du coup, comme tu l'as dit, hein, tu signes en Roumanie, vous jouez le maintien. euh, Au terme d'une saison compliquée, vous êtes en barrage pour se maintenir. Comment tu abordes ça? Situation que tu as déjà connue à Bourg-en-Bresse. Donc, comment tu abordes ces barrages? Bah, comment j'aborde ces barrages? Honnêtement, je suis toujours pareil. J'ai jamais été quelqu'un vraiment qui se met beaucoup de pression. Donc, j'aborde ça comme un match qui est à Bucarest, qui est dans un grand stade avec une équipe qui a une histoire, qui est le Dynamo Bucarest, qui ont une histoire, qui est en deuxième division, mais qui ont une histoire, qui ont une équipe, qui ont un public. Donc, moi, je me sers toujours de ça pour me motiver. Après, au vu du résultat du match aller, je pense que j'étais l'un des seuls à être motivé, quoi. En tout cas, que ça mettait une bonne pression, quoi. Après, je peux comprendre qu'il y a beaucoup, pour certains, qui n'avaient pas forcément joué des matchs dans un stade où c'est rempli, où on te siffle, où c'est hostile. Moi, c'est toutes les ambiances que j'aime personnellement. Donc, pour moi, ça m'a plus transcendé que inhibé, quoi. Et puis, je peux comprendre qu'après, pour certains, et puis aussi bien pour les locaux que pour les étrangers, mais pour les locaux, je peux comprendre aussi que ce soit un peu, c'est leur pays, c'est c'est un peu chaud, ça peut être effrayant, on va dire. Donc après, moi, je l'ai abordé comme un match de barrage, un match aussi super important, et voilà, après, le résultat ne dépend pas de moi, quoi. Du coup, ouais, tu as parlé un peu du score. Donc, on n'a pas l'info là. Tu peux nous dire du coup comment ça s'est terminé en termes comptables? Ah, mais vous savez pas le score, les gars, mais dans ces cas-là, j'ai dit ça, je pensais que vous saviez, comme ça, Bah, le résultat. De mémoire, c'était un gros score, mais je me rappelle plus exactement. au score, on a perdu 7-1, si je dis pas de bêtises. Aïe. Oui, si je dis pas de bêtises, on a perdu 7-1. On a pris 3 ou 4 buts dans les 15 premières minutes. Ils nous ont étouffés. C'était un chaudron pas possible, une pression pas possible. C'était incroyable. On a pris 2 ou 3 buts ou 4 buts en 20 minutes, je crois, un truc comme ça. C'était horrible à voir. C'était horrible à voir et horrible à participer. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, Aujourd'hui, on peut en rigoler, il y a la prescription. ouais. Fin de saison, donc descendre du club en deuxième division. Qu'est-ce que tu Mhm. décides? Qu'est-ce que tu te dis après cette descente et cette humiliation entre guillemets contre le Dynamo Bucarest? Ouais, bah après, bah après, ce que je me dis, c'est que moi, j'avais signé 6 mois avec une option si on se maintenait en première division. Donc, je sais que comme on descend, l'option n'est pas renouvelée. Et puis, je me vois pas rester en deuxième division roumaine. On décide le contrat se termine. Personne décide, en fait. Moi, je fais ma route. Ils font leur route aussi, quoi. Donc, moi, je prends mes affaires, je rentre chez moi. Et puis, le club continue. Je me suis excusé après, à titre personnel, pour les salariés, encore une fois, parce que c'est toujours très désagréable de vivre une descente, surtout quoi qu'on en dise même si on peut être le plus détaché possible, c'est toujours très désagréable de vivre une descente, surtout pour les salariés. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment plus pour eux, quoi. Je parle vraiment d'eux parce que c'est plus pour eux que pour moi. Moi, les intendants du club, les salariés, j'étais vraiment dégoûté pour eux, quoi. Encore une fois, plus que pour moi, que je trouve un club ou non, mais j'étais vraiment, vraiment, mais vraiment vraiment dégoûté pour eux parce que c'est des bonnes personnes. Et puis c'est nous qui sommes sur le terrain et qui en pâtissent de nos mauvaises performances.
Donc après, moi, je suis rentré chez moi. Et puis j'ai savouré des vacances parce que c'était quand même une saison assez chargée entre l'Ukraine et la Roumanie. C'était une saison assez longue et assez prenante mentalement. Là, tu viens de dire que tu rentrais chez toi, mais dans une carrière de globetrotter comme ça, chez toi, c'est où? Est-ce que tu as une maison fixe dont tu reviens, par exemple, quand tu as des périodes de... À Paris, j'habite à Paris. Donc, quand je rentre, je rentre à Paris, je suis avec ma famille, je suis avec ma femme, je suis avec mon fils. Donc c'est ça, quand je dis je rentre chez moi, c'est je rentre à Paris, je rentre auprès des miens, je rentre avec ma famille, je vois mon fils, je passe du temps avec mon fils, avec ma femme, bien que je les vois parce qu'ils se déplacent aussi, mais quand je dis je rentre, c'est je rentre à Paris, quoi. Je rentre dans la région parisienne. Ok. Ah non, je vis pas en Malaisie, hein, je ne me suis pas installé là-bas encore. C'est bien, en vrai. Si... C'est bien la Ah, Malaisie. non, ça serait pas mal, hein, pourquoi pas, hein. Moi j'ai bien aimé quoi, là. Mm. Et du coup, ouais, on a vraiment l'impression que cette année-là a été chargée mentalement pour toi. On a vraiment l'impression, parce que du coup, là, tu vas rester 6 mois sans club, que c'est une sorte de pause pour toi, de prendre un petit peu du temps pour toi, etc. Est-ce que tu as été dans la recherche Ah d'un... oui, Ouais. bien sûr, j'étais dans la ça que je dis que la pause n'était pas voulue. Ce serait prétentieux de dire que j'ai fait une pause de 6 mois. Non, loin de là, c'est que j'ai pas eu d'opportunité pendant 6 mois de signer dans un club, bien qu'il y a eu, il y a eu au tout début de mercato des clubs qui étaient intéressés. Je me rappelle des clubs en national que j'ai poliment refusé parce que je pensais que c'était pas encore le moment de revenir en France et surtout en national. J'ai dit que j'y ai commencé en national, entre guillemets, parce que j'ai dit que j'y ai commencé et que j'y terminerai peut-être ma carrière. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je me suis dit que quand je reviens en national, c'est que je pense plus à voyager à l'étranger, c'est que je pense à rester en France. Si l'occasion se présente de revenir en national, je trouve que je ne reviendrai pas. Je ne sais pas, c'est pas un plan de carrière, mais c'est un truc que je me suis dit que je commencerai par la nationale et si je dois y retourner, c'est que je terminerai par la nationale. Donc, c'est ce que je me suis dit. Donc, quand j'ai trouvé que c'était un peu trop tôt de revenir en national, même si le projet était intéressant, ça m'a pas trop intéressé. Puis à l'étranger, c'était aussi compliqué. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres. Et après, je suis parti début septembre, je suis parti au Vietnam. Je devais m'engager avec le Vietnam, avec un club du Vietnam, pardon. Et puis, comme les agents sont mes amis, ça s'est pas fait. Quel Donc, club, quel club au Vietnam? allé à Ho Chi Minh, le club où il y avait Ntep qui a signé justement Ok. Ah oui, d'accord. juste après. Donc, je suis arrivé un peu avant lui, et puis après un peu de magouille parce que sinon c'est pas drôle. Donc, et après, donc du coup, j'ai pas signé et je suis rentré en France et voilà parce que c'était vraiment l'opportunité du Vietnam et surtout c'était un championnat où je voulais aller parce que j'avais été avec la Malaisie pour jouer la FC Cup, donc j'avais bien aimé le pays. Et le club, je sais que le club était réputé. Et puis Ho Chi Minh, c'est une très bonne ville. Donc j'étais très intéressé par cette opportunité. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, et puis après, je suis rentré. Et puis c'était déjà fin septembre. Et t'es hors délai, quoi. T'es hors mercato, t'es hors délai, à part des championnats un peu comme l'Indonésie qui allait ouvrir. J'ai eu un petit peu de touches là-bas, mais ça s'est pas concrétisé. Donc, j'en ai profité aussi pour faire cette pause non voulue, encore une fois, parce que j'ai pas la prétention de dire que je cherchais pas de club, mais j'étais vraiment à la recherche. Et puis, j'ai fait cette pause aussi pour en profiter pour rester avec ma famille, pour aller chercher mon fils à l'école, faire des trucs que j'avais pas l'habitude de faire, aller le chercher à l'école, le déposer, lui ramener son goûter, profiter. C'était sympa. Et, euh, et voilà, quoi. Se recentrer un peu sur soi-même et puis prendre le temps de souffler et de se dire surtout qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, que Donc, ça peut s'arrêter directement comme ça demain, quoi. Se préparer. Dernier transfert de ta carrière pour l'instant, direction le Liban, le Tada Mansour. Le Ouais, club est situé au bord de la mer Méditerranée, à la frontière avec Israël et la Syrie. Donc, on l'a bien ouais. compris. Est-ce que le climat est pesant au quotidien? Comment se passe ton intégration là-bas? Est-ce qu'il y a des francophones? Déjà, vous remarquerez que j'aime bien les bords de mer, déjà. Hmm. J'aime bien les suds des pays. J'étais à Odessa, c'était l'Ukraine, c'était le sud du pays. Du reste, c'était la station balnéaire aussi. Et là aussi, le sud du pays. Non, honnêtement, il est bon, pour moi,
je peux comprendre que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, il va être tendu parce qu'il y a les frontières, comme tu l'as si bien dit, entre l'Israël et la Syrie. Et puis, il y a des... On va pas se mentir qu'on entend des fois quand il y a des bombes, on entend. On entend quand ça tape pas très loin. Par exemple, nous, on vit encore dans un espèce de complexe hôtelier. Donc, c'est plutôt sympa. On est bien lotis. On est vraiment bien lotis. Mais par exemple, à 5 minutes je pense qu'à 25 minutes, il y a la frontière, quoi. Donc, c'est clivant aussi comme climat parce que des fois, on est en entraînement. Il suffit qu'on s'entraîne dans un stade où c'est un peu en hauteur. Puis on voit de la fumée au loin. On sait qu'il y a une bombe qui a pété. Ou des fois, c'est pas très loin. Des fois, c'est arrivé que ça tape pas très loin d'ici, à tel point que ça fasse bouger les fenêtres, etc. C'est quand même très, très proche, quoi. Vu que la frontière, elle est là, et puis l'affrontement, il est vraiment très proche, il est pas vers Beyrouth, il est plus vers ici, quoi. Donc, je peux comprendre que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, il puisse se dire que c'est très dangereux, qu'il est malade, qu'est-ce qu'il fait là-bas, etc. Il pense pas à sa sécurité, mais je pars du principe qu'à partir du moment où le championnat continue de se jouer, c'est que la sécurité est un minimum quand même assurée. Donc après, bien sûr, tout peut arriver. Je touche ma tête pour que rien de grave n'arrive, que ce soit à moi ou des autres. Mais c'est vrai que c'est un peu tendu, mais on s'y fait. Puisque les gens sont quand même très agréables. Et puis je pense que c'est quand même aussi un peuple qui a eu l'habitude de vivre dans ces conditions-là. Donc ça veut dire qu'ils vivent quand même leur vie malgré tout. Les restaurants sont ouverts. Voilà, si vous voulez aller dans des bars, c'est ouvert. C'est plutôt sur cet aspect-là qui peut faire peur. J'ai déjà assez effrayé ma mère, donc faut pas qu'elle regarde cette interview. Et du coup, donc, pour finir, sur le plan sportif, tu retrouves du temps de jeu au Liban. Mhm. T'en étais à 4 buts en 9 matchs, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu t'es épanoui dans ce pays? Et est-ce que tu prévois, pourquoi pas, donc, de rester là-bas l'année prochaine ou tu es à l'écoute? Bah écoute, je me suis épanoui parce que j'ai pas répondu à ta question, mais oui, il y a des francophones dans mon équipe. Donc il y a aussi un coéquipier qui vient de la région parisienne, qui habite pas très loin de chez ma sœur actuellement. Donc c'est plutôt fou qu'on se rencontre ici, mais on se connaissait pas, mais on s'est rencontrés là. Et puis aussi j'ai un très bon ami, un très bon ami qui est né au Sénégal, mais qui est libanais. Donc, il parle français. Donc, c'est top parce qu'on a beaucoup l'habitude de voir dans l'autre sens, en fait, beaucoup des personnes noires qui arrivent en France. Et puis là, c'est un Libanais qui est né au Sénégal. Donc, c'est le complexe, c'est un peu drôle, quoi, de voir un Libanais parler comme un Sénégalais. C'est très drôle. Et puis, c'est mon très bon ami. Et, euh, et donc, je suis arrivé avec un état d'esprit de quelqu'un qui avait le couteau entre les dents parce que j'avais pas forcément joué pendant 6 mois, donc ça me manquait un peu quand même, le football, et puis retrouver une équipe. Et puis, il y avait le club jouait le maintien. Aujourd'hui, on a quasiment assuré le maintien avec les play-outs, donc c'est aussi top de pouvoir réussir aussi cette mission-là. Et puis j'ai été très bien accueilli et j'ai seulement essayé de rendre la confiance qui m'a été accordée parce que j'oublie pas que j'étais sans club il y a 6 mois. Enfin, oui, pendant 6 mois, je veux dire. Donc, c'est ceux qui m'ont tendu la main et puis j'ai essayé de leur rendre l'appareil de meilleure façon possible. Est-ce que je vais rester? Je sais pas parce que j'ai signé que 5 mois. Mais en tout cas, si l'occasion se présente, je serai plus qu'heureux de rester. Donc, comme on a dit, pour conclure cette interview, on va te laisser faire un bilan de ta carrière en te posant quelques questions. Donc, la Mhm. première, c'est est-ce que tu as des regrets? On pense par exemple à des transferts ratés à la dernière minute ou des choix que tu regrettes, comme des transferts que tu as refusés, des contrats que tu as refusés. Euh, des regrets, non, j'ai pas vraiment de regrets. Après, je pense que j'aurais fait certaines choses différemment. Et encore, je suis pas sûr parce que j'ai l'habitude de dire que c'est mon histoire. Donc, avec tout ce que ça comporte, avec aussi bien les hauts et les bas. Et puis, c'est ce qui m'a fait grandir et me définit en tant qu'homme. Donc, je pense que j'ai pas de regrets parce que je suis quelqu'un qui déteste avoir des regrets ou dire, oh, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Et puis, ça mène nulle part surtout. Donc, je prends les choses comme elles viennent. Et puis, si j'ai fait ces choix-là, c'est que j'étais persuadé, comme je suis quelqu'un de très, j'ai la tête dure, comme vous avez pu le constater à travers mon expérience.
Donc, c'est que quand j'ai fait ces décisions, c'est qu'à un moment donné, au moment, à l'instant T, j'estimais que c'était les meilleurs. Donc, j'ai pas de regrets. Tu nous as dit donc qu'à certains moments de ta carrière, tu étais séparé de ta famille, notamment de ton fils. Est-ce que ces changements de club et de pays successifs ont eu un impact sur ta vie privée? Non, ça n'a pas eu d'impact sur ma vie privée. C'est juste que c'est toujours, je suis toujours marié, j'ai toujours ma femme, c'est toujours, c'est plus, si vous voulez, le fait de rater certains moments, mais je suis quelqu'un je me suis dit à partir du moment où je suis parti dans ce chemin de carrière-là, je me suis mis dans ma tête que j'étais en mission, quoi. Donc, on rate toujours des moments parce on peut pas forcément toujours être là. Des fois, c'est un peu chiant, mais j'ai confiance en ma femme, en ma famille aussi qui sont proches. Donc, je suis vraiment très, j'ai pas de vraiment de, non, voilà. Donc, comme on l'a vu, tu as fait différents pays, différents continents, différents peuples, différentes cultures. Quel a été le pays où tu t'es senti le mieux accueilli, le plus aimé? Bah, c'est le mieux accueilli en termes de ville et de pays, de gens, de culture, ou peut-être le mieux, si je peux un peu reformuler ta question, où je me suis le mieux senti, c'était Kuala Lumpur. Là où je me suis senti le plus aimé, c'était en Azerbaïdjan. Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes parce que je compare aussi. Pour moi, la vie sportive, ma vie sportive est liée à ma vie privée. Ça veut dire, en tout cas, enfin, je peux comparer les deux, mais je peux aussi les dissocier. J'étais le plus heureux à Kuala Lumpur dans la vie privée, entre guillemets, parce que la vie était agréable, mais j'étais pas forcément le plus heureux sur le plan sportif. J'étais heureux sur le plan sportif en Azerbaïdjan et j'étais très heureux aussi sur la vie privée parce que j'étais avec ma famille, donc c'était top. Donc j'arrive un peu à dissocier les deux, mais je dirais Kuala Lumpur et l'Azerbaïdjan. Ok. Euh, Quel est le meilleur joueur avec qui et contre qui tu as joué? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, que je réfléchisse bien parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais par exemple, il y a le meilleur joueur avec qui j'ai joué, qui m'a le plus impressionné, honnêtement, je pense que c'est Sofiane Bouffal. Je pense vraiment, vraiment, honnêtement, là, parce que c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Hein. Et puis, j'ai eu la chance de jouer avec des très bons joueurs et des très grands joueurs. Je suis très content et je remercie Dieu pour ça. Mais je pense que c'est Sofiane Bouffal qui m'a vraiment le plus impressionné parce que c'était avec une telle insouciance, une telle facilité. Puis ça transpirait le football, quoi. C'est vraiment, c'est ça, quoi. Et le contre qui j'ai joué, le plus impressionnant, je pense que le plus impressionnant, c'est Zlatan. Parce que de par sa carrure et de par ce qu'il représente et son aura, et puis j'ai toujours été beaucoup fan de Zlatan. J'ai lu son livre, donc je sais son histoire, et puis ce qu'il représente, j'aime beaucoup, ce qu'il dégage. Mais, mais je pense que c'est Zlatan quand même. Donc, tu as commencé un peu à nous en parler pendant la période sur l'Azerbaïdjan. Quelle a été la meilleure ambiance d'un match de ta vie ou le meilleur stade que tu as connu? Euh, la meilleure ambiance, ce que je dirais, c'est un derby CSKA Levski. Hmm. C'est moi, c'est là. Parce que moi, j'aime les ambiances où c'est chaud, quoi, où c'est limite, à la limite pas limite de l'agression, mais en Bulgarie, c'était ça, quoi. On était escorte policière pour aller se rendre au vestiaire parce que c'était chaud. Donc, moi, j'aime ces ambiances-là, mais je pense que c'est l'ambiance la plus chaude que j'ai vécue. Ouais. Un derby CSKA Levski, c'est quelque chose qui est costaud. C'est Hmm. costaud. Euh, Pour toi, c'est qui le meilleur coach que tu pu côtoyer, celui qui t'a le plus marqué? Euh, qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est René Girard, non pas parce qu'il m'a donné ma chance en Ligue 1, mais parce que c'est quelqu'un qui sait comprendre les joueurs, qui est à l'écoute, et puis c'est rare, en tout cas, moi je parle de mon expérience, d'avoir des coachs qui soient à l'écoute de leurs joueurs vraiment. Donc je pense que, comme j'ai dit, indépendamment de s'il m'avait donné ma chance ou pas, d'avoir pu le côtoyer, de voir comment il réfléchit, comment il façonne ses week-ends, comment il façonne ses équipes, il veut que les joueurs se sentent bien. Je pense que je dirais René Girard.
Après, j'ai pas envie d'en oublier parce que surtout, je vais pas dire des coachs à l'étranger parce que c'est un peu différent, c'est une autre mentalité. Là, je vais parler sur les coachs français que j'ai eus. Je pense que c'est René Girard qui est, et le coach aussi que j'ai eu quand je suis arrivé à Lille avec la réserve, Stéphane Adam, qui était exceptionnel. Je tiens à le souligner aussi et je lui fais un grand bonjour parce que c'est vraiment un très bon coach et une personne vraiment géniale. Après, il y a beaucoup de gens je veux pas en oublier, mais je pense que c'est René Girard pour répondre à la question. Donc, tu nous as dit précédemment que tu pouvais carrément écrire un livre sur ça. Est-ce que pour toi, c'est primordial de bien choisir ses agents pour un joueur qui veut faire une grande carrière? Surtout maintenant, oui. Maintenant, c'est primordial d'être bien entouré, que ce soit aussi bien avec la famille qu'avec les agents, parce que maintenant, je pense que c'est plus un package, parce que maintenant, les parents sont beaucoup plus autour de leur enfant, donc ils ont un peu un regard de décision. Nous, à l'époque, en tout cas, moi, à l'époque, j'avais pas forcément, bien que ma mère était très, 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 très proche de moi, mais c'était une mentalité totalement différente, parce qu'elle était pas, elle baignait pas dedans, elle me supportait, quoi. Ça veut dire elle supportait mes décisions, elle me laissait faire parce que c'était mon domaine. Mais quand on choisit des agents, maintenant, on est beaucoup plus à même, on a beaucoup plus de discussions. Donc, je pense que maintenant, c'est très important d'être bien entouré, ça, c'est sûr, pour faire une grande carrière, parce que maintenant, une carrière ne se joue plus, ne se joue, ça s'est jamais joué que sur le terrain, mais maintenant, encore moins. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, dont l'agent. Enfin, la dernière, même s'il te reste encore un petit peu de temps pour réfléchir, est-ce que tu as déjà des idées de reconversion post-football? J'ai quelques idées, mais en tout cas, je peux quasiment sûr que je resterai pas dans le foot. Donc, je pense que c'est quelque chose une décision que j'ai prise depuis quelques temps. Après, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais je sais que par exemple, être coach, entraîneur, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, Être agent non plus. De par mon expérience, je pense que vous pouvez comprendre que Mhm. c'est pas. Même si je ne dirais pas que je serais un mauvais agent ou que je ne peux pas, un jour, je ne pourrais pas peut-être intervenir sur certains dossiers ou quoi, de par mes connaissances ou ne serait-ce que conseiller certains joueurs qui se demandent ou qui veulent prendre un chemin de carrière à l'étranger parce que je pense que j'ai beaucoup d'expérience dans ça. Donc, non, c'est pas forcément. Rester dans le milieu du football, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse à l'heure actuelle. Après, j'ai 31 ans, mais je sais que, en tout cas, c'est pas vraiment quelque chose qui va me botter, en tout cas, je pense. Ok. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.